Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, c'est la nouvelle édition de la Loi des séries, merci d'être au rendez-vous, vous le savez, on passe en revue l'actualité des séries françaises 2 fois par semaine sur VL. Et dans cette première partie d'émission, vous allez découvrir l'équipe d'une série qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et de bouleverser beaucoup de spectateurs. C'est sur Disney+, ça s'appelle Tout va bien. Et dans un instant, on va accueillir une partie de l'équipe de cette série que nous avons rencontrée il y a quelques jours lors de la présentation à la presse de cette série. La créatrice Camille de Castelnau, Sarah Giraudot, Alyosha Schneider et Bernard Lecoq pour la partie comédien. On va les retrouver dans un instant. Mais dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons des invités qui me rejoindront en plateau. On parlera de la soirée, des soirées événements de Gulli le jeudi soir, le grand jeu des années Club Dorothée. Tous les jeudis soirs à 21h05. On va en parler dans un instant avec l'un des auteurs attitrés de cette émission. Et puis, on va accueillir un jeune chanteur, un artiste qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission aussi. Il s'appelle Flo Mallet. Si vous avez suivi The Voice, vous le connaissez forcément. Premier candidat historique de The Voice, demi-finaliste, si je ne me trompe pas, de The Voice All-Star. Il vient nous présenter ses nouveaux titres. On découvrira Partir en guerre, on découvrira Manu. Ce sera à la fin de cette émission. Mais pour commencer, aujourd'hui, d'habitude on commence par une avant-première. Je voulais vous représenter un DVD Blu-ray qui vient de sortir aux éditions de l'Atelier d'Images, puisque si vous nous découvrez aujourd'hui la date de sortie de cette émission, nous sommes le 22 novembre 2023, et il y a 60 ans, jour pour jour, un événement dramatique survenait à Dallas, aux États-Unis. C'était l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Alors qu'il était en campagne pour sa réélection, il est assassiné, on lui tire dessus depuis le dépôt de livres scolaires du Texas, dans sa limousine. Et le film qu'avait réalisé Oliver Stone ressort dans une édition complète que je vous présente là, mais qu'on va redécouvrir dans un instant. Et voici, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce film majeur sorti en 1991, voici le film JFK qui ressort donc dans une édition collector. If I answer that question you keep asking, if I give you the name of the big enchilada, you know, then it's Bon Voyage Dino. I mean like permanent. I mean like a bullet in my head, you dig? Does that help you see my problem a little better? Out of the corner of my eye, I saw a flash of light in the bushes, and then shots rang out. No cloak and dagger stuff, you know. They call it Operation Mongoose. It's gonna be okay, Dave. You just talk to us on the record and we'll protect you. I guarantee it. You're so naive. We found this in your office. We think the conference room is also bugged, maybe the phones. I'm not cooperating here. Listen, there's a death warrant for me. Are the same people gonna kill us, Pop? Nobody's gonna kill us. Et voilà donc petit extrait de la bande-annonce de JFK. C'est un film incroyable que je vous conseille, il dure plus de 3 heures. Dans cette nouvelle édition qui vient de ressortir donc chez l'Atelier d'Images, vous avez évidemment le film JFK qui ressort, vous avez le Director's Cut de Oliver Stone, vous avez un grand documentaire sur une contre-enquête qu'a fait Oliver Stone avec les nouvelles révélations qui sont survenues dans l'affaire de l'assassinat du président Kennedy. Et il y a une grande série aussi à la fin. Vous allez voir apparaître le visuel à l'écran, mais c'est vraiment un film remarquable avec Kevin Costner qui joue donc le rôle du procureur de la Nouvelle-Orléans, Garrison, le seul qui aura intenté un procès dans l'assassinat du président Kennedy pour poursuivre un homme qu'il soupçonnait appartenir à la CIA et membre du complot. Donc ça s'appelle JFK, paru donc aux éditions de l'Atelier d'Images, et c'est vraiment magnifique, un magnifique coffret. Il reste plus beaucoup de coffrets collector, donc je vous conseille vraiment de vous le procurer si vous avez envie de le découvrir. Voilà, JFK. Je voudrais vous présenter, avant de lancer nos premiers invités, je voudrais vous présenter aussi un livre qui vient de sortir il y a quelques jours aux éditions chez Guy Trédaniel, éditeur. C'est un livre sur la 5, la chaîne culte La 5 que vous voyez apparaître. C'est un livre qui est signé donc Jean-Claude Bourret et Bérangère Danigo. C'est les coulisses de la création de cette chaîne de télévision au milieu des années 80 jusqu'à sa disparition en 1992, avec les vraies raisons qui ont poussé à l'arrêt de cette chaîne. Jean-Claude
Bourret était l'animateur des pages info dans la chaîne, donc il connaissait. Il a été aussi à la tête du comité de défense pour sauver la 5 après sa disparition en 1992. Voilà, une chaîne qui a marqué beaucoup de gens, beaucoup de séries, beaucoup de dessins animés ont été diffusés dans cette chaîne-là. Ça a marqué toute une génération. Et évidemment, la disparition de la 5 en 92 a laissé un grand vide qui ensuite a été comblé par une chaîne qui l'a remplacée, une chaîne éducative qui s'appelait La 5e et qui ensuite est devenue France 5 à partir de la moitié des années 90. Mais je vous conseille donc ce livre. Il vient de sortir, pour tout vous dire. On vient de le recevoir, donc on peut pas vous dire encore comment il est, s'il est assez complet, mais voilà, il est sur la naissance et la mort d'une chaîne. C'est toujours quelque chose d'important et que je voulais souligner avec vous. Voilà. On va en venir à notre première partie d'émission. La série Tout va bien a été lancée mercredi dernier sur Disney+. Comment la maladie d'une jeune femme, d'une petite fille, Rose, qui est atteinte d'une leucémie, va impacter toute sa famille. C'est l'enjeu de ces 8 épisodes pour cette série Tout va bien. Dans un instant, on va en parler avec la créatrice Camille de Castelnau et avec Sarah Giraudot qui joue la maman de Rose dans la série. C'est vraiment une très très belle série, tout en pudeur, tout en nuances, que je vous conseille vraiment de découvrir. Voici donc la première partie de ces interviews et on revient juste après pour pouvoir continuer cette émission. Je suis là pour ma fille, mais rien du tout un bobo. On va décorer la chambre de greffe pour que l'environnement soit un peu plus familier. Tu vois l'ennemi. Oui. Tu vas le battre, hein? Tout va bien se passer. Ça va bien se passer, tu sais. Ça va bien se passer, tu vas voir. Maman dit que tout va bien se passer, et que c'est une épreuve qui va tous nous rendre plus forts. En général, quand on est scénariste, on sait que quand on propose un projet à une chaîne de télévision dans lequel il est question de la maladie et de la maladie qui touche des enfants, en général, on dit feu rouge, il ne faut pas y aller. Et là, vous l'avez fait et vous l'avez bien fait. Est-ce que vous avez hésité aussi au départ en proposant le projet ? Non, moi j'ai pas hésité parce que je me suis dit de toute façon. En fait, j'ai proposé un pilote à Disney+. C'est-à-dire que c'était pas juste un projet abstrait, c'était vraiment 52 pages, un épisode dialogué, un épisode pilote. Ce qui est une bonne formule parce que du coup, ils savent ce qu'ils achètent. Et moi, je sais à qui je vends. Du coup, parce que, enfin voilà, c'est un rapport, je trouve, plus égalitaire, de confiance, plus intéressant. Et non, mais évidemment, je me suis dit que ce projet était invendable et que Éric Rochon, pour ses premiers pas avec sa société de production, faisait un choix quand même très très étrange. Mais donc je le remercie encore. Mais oui, non, j'étais étonnée. En effet, j'étais étonnée qu'ils y aillent. Mais c'est pas moi qui ai hésité, en tout cas. Et eux non plus, d'ailleurs. Non, et puis en plus, c'est une série familiale. Et en plus, pour une fois, c'est pas une série familiale avec de la grosse comédie. En règle générale, c'est toujours ce qu'on fait à la télé en France. C'est que de la grosse comédie. Alors, vous aviez cité effectivement la référence avec Bernard Lecoq sur Une famille formidable. Et je me souviens des premières années d'Une famille formidable où on alliait effectivement le côté drame et le côté comédie. Mais c'est un mélange qui n'est pas toujours facile à faire en France. C'est ça qui vous a plu, vous, dans le projet ? Je vous en prie. Allez-y, éternuez. Regarde la lumière. Regarde la lumière. Ce qui m'a plu dans le projet... C'est ce mélange de genres, justement, ce côté à la fois triste, un peu lourd parfois, et aussi un peu drôle. Oui, moi j'aime bien quand il y a un mélange. Parce que dans la vie, il y a ce mélange-là. Et c'est vrai que après, c'est plus dans le drame que je vais peut-être plus réussir à plonger dans des drames où il y aura peut-être que du drame et pas de pointe d'humour. Mais les comédies où il y a que de la comédie, il y a quelque chose où le fond dramatique dans la comédie est toujours quand même plus payant. Mais là, on est quand même sur un drame, mais avec effectivement différents tons où il y a beaucoup d'humour. C'est pas évident en plus d'essayer d'apporter de l'humour, de la légèreté avec un tel sujet. C'est presque sur une espèce de fil rouge, une ligne de crête à respecter, quoi. Ouais, il y a une ligne de crête à respecter, et puis il y a des grosses fautes de goût possibles, quand même. J'y ai pas tellement pensé en écrivant, à vrai dire, et je pense tant mieux, parce que je me serais auto-censurée ou je me serais inquiétée. Enfin, je pense que le ton... finalement reflète un peu le ton que j'ai moi plutôt la manière que j'ai moi de regarder l'existence, quoi. Donc ça a même pas été un cahier des charges que je me suis fixé à moi-même. Je crois que je suis un peu comme ça. Donc ça a été ni un effort ni une mission que je m'étais assignée au départ, quoi. Ça s'est fait très naturellement. Comment on fait pour raconter une histoire triste sans être tire-larme ? Vous avez cité Six Feet Under qui faisait partie de référence, mais depuis les Américains ont fait une série comme This Is Us
où on a l'impression que tous les épisodes, comme dans une sitcom, on va nous essayer de nous tirer les poils des yeux pour nous faire pleurer. Comment justement on rend pas l'histoire pathos? Je pense que c'est un rapport pour moi au réalisme en fait, étrangement. C'est-à-dire que pour moi, dans la vraie vie, enfin dans la vie, donc c'est ça qui m'intéresse moi à écrire des scénarios de séries, c'est vraiment une tentative de... Enfin la série permet ça avec le temps, la durée, le temps long, donc c'est une tentative quand même de restituer la vie. Et je trouve que dans la vie, finalement, des moments de pur tragique, il y en a assez peu. Il y en a, hein. Mais il y en a assez peu. Et voilà, on a tous eu des fous rires aux enterrements. C'est presque un lieu commun de parler de ça. Mais je trouve qu'en réalité, dans la réalité, je trouve que les moments où on touche le fond, on est dans la tragédie pure, ils sont extrêmement rares. Et d'ailleurs, ils sont traités dans la série. Enfin, il y a un épisode dans lequel il y a plusieurs moments comme ça, parce que c'est un moment... extrême et terrible et purement tragique. En fait, la pureté dans la vie, moi, je trouve que ça n'existe pas ou que ça existe très, très, très rarement. Et donc, le pur tragique, le pur drame, j'en rencontre pas souvent, même dans des situations dramatiques. Ça veut pas dire que les situations, elles sont tragiques ou dramatiques. Mais je trouve que, encore une fois, dans la vraie vie, dans la réalité, le burlesque, le comique, le quotidien est souvent là et que c'est très, très mélangé. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. J'ai essayé de restituer là, du coup, dans la série, et c'est ça, je pense, qui lui donne son ton. Mais c'est facile. Comment on construit ce personnage qui est le vôtre, cette relation avec sa fille? Évidemment que c'est écrit, évidemment que c'est votre métier de jouer, mais en même temps, on a cette transformation physique de cette petite fille qui joue votre fille. Donc on se prend aussi dans le visage, c'est l'impact de la maladie dans l'histoire. Mais voilà, est-ce que c'est facile à construire cette relation et cette évolution? Alors, facile, c'est pareil, je vais pas dire oui, alors que ça m'est apparu plutôt facile. Mais facile parce que je pense que on tire des choses de notre vie. Donc déjà, par exemple, le fait de jouer une mère, le fait d'être mère dans la vie, c'est un bon modèle. C'est quelque chose où on va inconsciemment tirer des choses de comment on se parle, comment on est, quel amour on donne à nos enfants, qu'est-ce qu'on transmet. Il y a une manière d'être. Et puis avec les petites qui jouaient parce qu'on a des enfants qui sont quand même géniaux. Ils sont formidables, ouais. Et humainement, ils étaient vraiment géniaux. C'est-à-dire qu'il y avait une maturité de jeu, mais une maturité vraiment humaine aussi qui fait que ça a facilité. Parce que souvent, ça peut être avec les enfants qu'il va y avoir un effort à faire pour les mettre à l'aise, un effort à faire pour justement les guider vers quelque chose de plus naturel, de plus vivant et moins joué. Là, il n'y avait aucun effort à faire. Donc, il y avait juste que je transpose ce rôle de maman avec cette petite, où le rapport avec Angèle était merveilleux. Et puis après, c'est pas forcément de te mettre, voilà, c'est si j'étais dans cette situation, ou si je vivais ça, effectivement, des émotions venaient par procuration, parce qu'il y a quelque chose où si on est assez très, très, très perméable dans la vie à ce qui se passe, même Rire un médecin, quand j'avais fait ce documentaire à Robert Debré, enfin, on est, c'est des espaces de vie qui me touchent, qui m'intéressent, que j'ai approchés. Donc ça aide aussi à ne pas être que dans une imagination de quelque chose. Puis après, c'est un instinct aussi des sensations, des sensations qui doivent exister. Mais on pioche un peu dans nos... dans nos émotions à nous, et puis ça se glisse de manière assez... Quand c'est bien écrit, après ça se glisse quand même de manière assez naturelle. C'est quand l'écriture a quelque chose justement où la vie est trop transformée, ou trop caricaturée, où les sentiments sont... le comédien, il est obligé de construire des choses où on est obligé d'aller chercher vraiment loin pour essayer d'adoucir, je veux dire, les ponts, les angles et tout, tandis que là, quand c'est déjà très naturellement écrit dans les émotions humaines, je parle, c'est assez... c'est assez doux, quoi. La transformation, tout d'un coup, elle se fait de manière assez douce, même s'il y a toujours des doutes. Bien sûr. Mais spontanément, on pourrait dire que c'est une série sur la famille, que c'est une série aussi sur une petite fille. Il m'a semblé aussi que c'était une série sur la maternité, sur ce que c'est que d'être mère. Et en plus, vous convoquez un personnage qui est souvent traité de manière très péjorative dans la fiction, qui est celui de la belle-mère. C'était important pour vous de traiter ces aspects-là aussi à l'intérieur de cette histoire ?
C'était intéressant parce que, oui, enfin, casquette mère, pour moi, c'est un des grands sujets de ma vie et je trouve ça très intéressant et pas tant traité que ça, en fait. Pas toujours bien traité parce que l'ambivalence, c'est quelque chose qui dérange beaucoup et or... l'ambivalence et la maternité, quand même souvent main dans la main. Donc oui, qu'est-ce qu'être une mère et qu'est-ce qu'être une mère dans ces circonstances-là qui sont totalement extrêmes, paroxystiques, terribles. Ça m'intéressait beaucoup. Et belle-mère, oui, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors il y a le film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres, qui en a parlé quand même il n'y a pas très longtemps. Mais je trouve que souvent, on n'en parle pas souvent et puis que ça va avec une forme d'amour obligatoire pour les beaux enfants, parce que ce sont des enfants et qu'on est des femmes et que donc automatiquement les portes de l'amour s'ouvrent grand. Voilà, ce qui n'est pas vrai du tout. Ça m'a rappelé un peu aussi ce film avec Julia Roberts et Suzanne Sarandon, je crois, il y a quelques années, où elle est condamnée par la maladie et elle confie à la nouvelle femme de son mari le fait d'élever ses enfants. Et, merci le cadeau, quoi. C'est pas toujours un cadeau, ouais. Non, oui, je trouve que les belles-mères, c'est des beaux personnages parce que, surtout là, ça m'intéressait aussi de traiter une belle-mère qui elle-même n'a pas d'enfant. Donc on pourrait se dire que la relation possible avec sa belle-fille, elle est forcément justement de l'ordre de la maternité, alors que justement ce personnage joué par Virginie Fira est pas tellement là-dedans. Elle peut d'ailleurs parfois être rude avec sa belle-fille parce qu'elle, le soin, elle le réserve un peu justement à sa nièce qu'elle adore et qui vit, autant sa belle-fille vit comme drame la séparation de ses parents, ce qui est un drame quand même très fréquent et pas si grave. C'est dur pour des enfants, mais c'est pas très grave. En revanche, elle a à côté une petite fille qu'elle connaît pour le coup depuis toujours et qu'elle aime et qui vit quelque chose pour le coup de tragique, de dramatique, etc. Donc ce système aussi, cette espèce de vase communicant et l'affection qu'elle n'arrive pas à donner à sa belle-fille, aussi parce qu'elle n'a plus de réserve en fait, qu'elle est très abrasée par la situation, que son seuil de tolérance est très abaissé et que quand même le quotidien avec un enfant qui en plus n'est pas le vôtre, ça peut être parfois fatigant. Donc si le seuil de tolérance est abaissé par les circonstances, ça m'intéressait de montrer ça et j'espère qu'on la comprend en même temps que parfois elle nous fait rire et qu'en même temps parfois peut-être c'est un personnage qui peut nous choquer, le mot est fort, mais qui peut nous déstabiliser dans ce rapport qu'elle a avec cet enfant. Parfois elle n'est pas que tendresse, douceur et maternité par procuration. Et heureusement. Voilà, moi ça m'intéressait ça. Bon, merci beaucoup. J'aurais pas le temps de vous poser la question, mais en tout cas, bravo sur le travail qui est fait sur la musique aussi. Ah, merci. Parce que la BO, d'avoir rendu populaire et branché Les Malheurs de Sophie de Chantal Goya. Ah ça, il était temps. Quel moment incroyable. J'adore cette chanson. Avec la gamine qui retire sa perruque et tout, c'est intense. Je dois faire mes courses de Noël. Tu m'accompagnes ? Ok. Et donc, clown, c'est seulement 2 jours par semaine ? 2 après-midi. Le reste du temps, tu fais quoi ? Je suis analyste financier. À l'AMF. L'autorité des marchés financiers. C'est le gendarme de la finance. Oh, je comprends pourquoi t'es clown à côté. Non, en vrai, pourquoi tu fais ça ? Clown ? Ouais. Pourquoi t'as pas d'enfant ? Waouh, ça y est, t'ouvres les vannes. Non, mais tu sais plein de choses sur moi. Sur Rose. Voilà pour cette première interview réalisée évidemment avec les équipes de Disney+, il y a quelques semaines lors de la présentation de la série à la presse. Dans un instant, on va continuer à en parler avec Alyosha Schneider et Bernard Lecoq. Mais l'avant-première qu'on vous a pas proposée tout à l'heure, la voici maintenant. C'est la nouvelle série de la chaîne Slash, France.tv. Ça s'appelle Split, on la doit à Iris Bray, qui est une spécialiste des séries, qui s'est tournée maintenant vers l'écriture et la réalisation avec brio. Voici 5 épisodes de 30 minutes pour Slash, ça arrive à la fin du mois de novembre sur la plateforme France.tv. Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. Salut, Eve. Anna. Anna, tu restes bien au sol. Eve, s'il te plaît, tu prends exactement la même position. Bravo, Anna. Très belle cette première cascade. Les aléas du métier. Et Eve Calac, ça se passe comment avec elle ? Pourquoi tu souris ? Je sais pas. Elle s'est renseignée sur toi. Moi, j'ai dit que tu étais maquée avec le chef-op. Ok, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Rien. Mais ça te ressemble pas de mentir. Je peux t'embrasser ? Oui. Quand tu quittes un mec pour une meuf, tu quittes l'hétérosexualité. Est-ce que t'es prête à en être ? Je t'aime encore.
J'ai oublié pendant une minute que t'étais avec Nathan. T'es prête? Ouais. Il faut que tu me laisses un peu de temps. Ça m'est tombé dessus. J'ai envie de le vivre. Voilà pour Split, donc la nouvelle série de France.tv, une série France TV / sur donc une actrice qui tombe amoureuse de sa doublure pour le cinéma. Une grande histoire d'amour entre deux femmes sur 5 épisodes de 30 minutes, la nouvelle production de Slash. Voilà, dans un instant, dans quelques minutes, on va parler de cette grande soirée du jeudi soir sur Gulli avec une émission qui était très attendue depuis l'annonce par Gulli en juin dernier, le grand jeu des années Club Dorothée. Mais auparavant, on continue à explorer finalement l'univers de la série Tout va bien sur Disney+. Après avoir découvert la créatrice et l'une des héroïnes de la série, place maintenant à Alyosha Schneider et Bernard Lecoq. Lui, il incarne l'oncle de Rose. Bernard Lecoq interprète le grand-père de Rose. On va les retrouver. Il nous parle de ce rôle et de cette magnifique série disponible donc sur Disney+. Attends, viens, faut que je te montre un truc. Quoi? Viens, faut mieux que tu sortes. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est tartine. C'est une blague? C'est un lapin bélier. Tu te fous de ma gueule? C'est pas pour toi, hein, c'est pour Rose. Ah bah si c'est pour Rose, c'est parfait alors. Quoi? Tu crois que Marion sera pas d'accord? Non, mais elle a toujours dit qu'après la grève, ce serait bon. Mais merde, elle a qu'à répondre quand je l'appelle. C'est vrai que t'es con en fait. D'abord, félicitations pour cette magnifique série. Votre rôle, je vais y revenir, qui me parle particulièrement de ce que j'ai vu. Quand on a fait la première rencontre avec Camille, elle nous a dit « Impossible de ne pas envisager Bernard, il est cette espèce de figure paternelle depuis La Famille Formidable. » D'abord, ça fait quoi et ça impose quoi dans la façon dont on joue et dont on crée ce personnage de patriarche, entre guillemets, de cette famille? Je sais pas, j'ai laissé... Quand j'ai lu les 2 premiers scénarios, d'abord j'ai trouvé ça remarquable. Et la participation qu'on me proposait, je me disais, tiens, il y a voilà, des choses qui s'accrochent comme ça. Bon. Maintenant, ça raconte de la vie quotidienne dont je ne suis pas si éloigné. Si on peut dire, j'ai une famille, j'ai des soucis dans la vie, enfin, bon, tout va bien. Mais là, en l'occurrence, le plaisir était comment on va raconter des choses aussi denses dans une histoire. C'est toujours très très complexe et sans à la fois que ça donne des leçons, sans que ça assène des vérités psychologico-sociales, voilà tout ça. Voilà, sans que ça fasse pleurer Margot à tous les trucs, mais où tout à coup l'émotion nous déborde parce qu'on est en effet emporté par quelque chose qui va toucher, je crois, beaucoup de gens, parce qu'on est saisi par toutes ces choses de la vie, ces drames qui nous arrivent. Alors voilà, donc moi là-dedans, j'étais juste très content de participer à l'aventure et de laisser à l'imagination et au désir des metteurs en scène, et metteuses en scène, qui nous ont emmenés là, comment ils avaient envie que je me comporte, moi, plus ou moins, quoi. Alors on fait une proposition, puis après... Voilà, on voit si ça colle. Si on se fait virer de la profession, ça veut dire qu'on s'est gouré. Et si on a fait pas trop mal, on dit bon, c'est bon, on passe à autre chose. Mais je comprends son choix parce qu'on retrouve notamment les premières... Moi, ce qui avait fait le sel des premières années de La Famille Formidable, c'est-à-dire ce mélange, cet équilibre parfois précaire entre le drame et la comédie. Oui, il y avait ça. Il y avait ça dans les premières années. C'est vrai que c'est difficile, ça pourrait être pathos. Et ça l'est jamais. Ouais, tout à fait. Et je pense à votre personnage, parce que moi, il me parle beaucoup. Alors, moi, je suis aussi un phobique d'hôpital. Et j'ai une petite nièce de 4 ans. Et du coup, ces magnifiques séquences avec elle, dans un des épisodes au moment de Noël, où finalement, il se fait violence et puis il essaye d'aller contre ce qu'il est. C'est ce personnage-là, finalement, ce qui le caractérise. C'est qu'il est tiraillé entre sa propre condition et le drame qui le frappe, qui le touche. Oui, complètement. Il fait de l'évitement au départ et cette espèce de légèreté affichée témoigne en fait d'une hypersensibilité par rapport à ça et en fait au final il n'aura pas le choix d'affronter la réalité et
Et effectivement, il a une relation que je trouve aussi très belle avec sa nièce, où ils ont quelque part une complicité oui, c'est ça, ils ont comme une relation privilégiée par rapport aux autres. Peut-être aussi parce que quelque part, lui, ça reste finalement l'enfant de la famille. Et parce que c'est le tonton parce qu'il n'a pas d'enfant. Exactement. Donc il refait porter sur elle un petit peu toute cette émotion-là. C'est pas toujours facile de jouer avec des enfants. Et alors quand en plus on leur donne à jouer des rôles qui sont hyper forts, hyper chargés, cette comédienne, elle est absolument formidable. Angèle, mais les trois mouflettes, elles c'est sont vrai. épatantes. Hein, mais Angèle, effectivement, qui est vraiment la base de toute l'histoire et le noyau de l'histoire. Elle est divine, cette gamine, c'est vrai. Et elle pose ce regard comme ça, justement, sans juger aucunement tous ces gens qui s'agitent autour d'elle. Elle est... Dans quoi elle est, d'ailleurs, vous allez lui poser la question, j'imagine, mais c'est formidable, quoi. Je ne sais pas, chez Angèle, ce que ça a pu remuer comme questionnement, comme ça, sur qu'est-ce que ce serait d'avoir sa vie mise en danger, avec un sentiment comme ça de précarité réelle de son existence. Alors, ça, et je crois que là aussi, le regard que Camille a posé... c'est d'une pudeur, d'une extraordinaire subtilité, délicatesse et profondeur, quoi. Alors, je crois que c'est ce qui fait la grâce de l'histoire, quoi, tu vois. Comment vous ressentez tous les deux le titre de cette série? Parce que finalement, c'est un petit peu, dans ce genre de situation, c'est un petit peu tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre comme phrase. Tout va bien se passer et tout va bien. Donc, il est assez fort en ça, ce titre-là de la série. Alors, tu disais ça aussi, c'est une manière de se rassurer d'une certaine manière. Bon, allez les gars, je vais bien, tout va bien. Et puis aussi, un vœu pieux, si on peut dire, mais une réalité en même temps. Comment on va tenir dans la difficulté, dans la douleur, dans la tempête, comment tout le monde va arriver à tenir et comment tout ça ne va pas exploser. Mais on ne se pose pas la question en réalité. Ça s'agite dans un bocal comme ça, et puis petit à petit, chacun va arriver plus ou moins à trouver la bonne relation, et particulièrement la bonne relation avec cette petite poupée qui est en train de souffrir, quoi. Qui est en train de souffrir terriblement. La série épouse un rythme qui est celui des sauts dans le temps, des bonds de puce dans le temps. Comment justement on se raccroche à ces émotions-là, à des émotions qu'on vit au-delà du scénario, évidemment, pour jouer ces moments où on part d'un instant T à la fin du 4e, puis on arrive 2 mois plus tard pour vivre une autre émotion. Est-ce que c'est facile de retrouver ces émotions-là? Comment ça s'est passé pour vous? Comment on fait? On joue, quoi. On joue. Parce que vous êtes tous bluffants là-dessus, quoi. Donc, non, mais après, c'est tellement bien écrit que la trajectoire de chaque personnage est claire, et on a fait un grand travail de répétition, même tous ensemble. On a fait des lectures. Et avec Camille aussi, qui a été très généreuse de son temps, et on a beaucoup parlé, donc il y avait quelque chose de clair, ça n'a pas été trop difficile, on était bien accompagnés. Elle connaît évidemment c'est la scénariste, mais on sent qu'elle la tient, quoi, et qu'elle la porte quasiment de manière viscérale en elle. On l'a vu quand elle est venue nous voir au Projo Presse et qu'elle nous racontait les séquences. Enfin, on sent qu'elle le vit intérieurement, cette histoire, et qu'elle n'a pas eu trop de mal à vous la... Oui, elle nous l'a donné, diffusé, elle nous a nourris, donc on savait... Enfin, comment ça marche? On raconte une histoire, et nous sommes à la disposition d'une histoire. On doit tous raconter la même histoire. Donc, on fait comme ça. C'est classique, on entre dans la peau des personnages, si on veut. Après, c'est une cuisine... qui se fait d'intuition, de sentiments, de relations entre les gens, entre les actrices et les acteurs, mais entre les personnages. C'est une espèce d'alchimie étrange qui, quand ça se passe bien sous vraiment le regard de quelqu'un qui veut raconter une histoire avec un certain style, ma foi, on se laisse porter. C'est quand même pas très compliqué non plus. C'est juste que
La difficulté, c'est d'être un peu sensible. Oui, c'est ça. Et d'être pas... Et d'être juste. Ben oui, d'être juste, crédible, de jouer ensemble, de pas... je sais pas. Je me demande si on se pose tant de questions que ça, au fond. Quoi. C'est nous qui les posons plus. Non, mais c'est bien de les poser, parce qu'après coup, moi j'aime bien qu'on se pose les questions, au fond. Mais quand on va faire les choses, il y avait là, sur ce tournage, beaucoup d'actrices et d'acteurs qui sont plutôt instinctifs. Toute la cuisine de chacun, la manière dont on entre dans les choses, dont on se nourrit de choses extérieures, très bien. Résultat. C'est le résultat qui compte. Et au résultat, si c'est un orchestre, il y a un moment, il faut que les violons, ça marche avec le panneau, avec la trompette et le bing-bing. Donc c'est une affaire. Il y a là ce qu'on appelle un chef d'orchestre, un metteur en scène, un scénariste qui organise tout ça. Et nous, on a notre petite partition et on fait ça en connivence avec les autres musiciens. Quoi. Dernière question, parce que pour moi, ce qui est la force de la série, en plus du reste, c'est ce travail qui a été fait sur la musique. On redécouvre des chansons que je trouve formidables. Je trouve cette séquence d'Angèle avec la chanson de Chantal Goya par-dessus qui est magnifique. Comment ça s'est passé? Est-ce que sur le tournage, vous travaillez en musique avec les réalisateurs ou est-ce que du coup, vous avez découvert cette couche-là après, à la diffusion? On a découvert ça après, ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir une de mes chansons, tu sais. Dans la oui. C'est vrai. Ouais, j'ai ma chanson ensemble. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai découvert, et moi aussi, avec grand plaisir, en voyant la série, parce qu'effectivement, la musique, et là, je parle pas de la mienne, est super dans la série. Ouais. La vôtre, c'était laquelle de préférée, alors? Je sais pas, je sais que quand je l'ai vue, j'ai dit... Ah, la musique est merveilleuse. Mais c'est vrai que j'ai pas bloqué sur une musique comme ça immédiatement, mais l'atmosphère créée effectivement par c'est quelque chose qui tout à coup enveloppe magnifiquement une histoire. Quoi. Alors quand on sait l'utiliser à bon escient, alors évidemment ça nourrit toutes les choses amènent à ce qu'à un moment, on s'assoit dans le siège et on dit... Et on profite. Ah, c'est chouette. Voilà. Ouais, je pensais pas pleurer devant Chantal Goya, moi, par exemple. La seule musique... Oui, mais voilà. Alors voilà, ça c'est pas malin. La seule musique qu'on a eue, c'était sur la scène finale, et c'était magnifique. Oui, c'était beau, ça, oui. Ça, on dansait et tout ça, c'était trop fort, ouais, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Mais il faut que tu pousses plus fort. J'ai peur de l'abîmer. Il en a vu d'autres. Je t'avais dit de pas prendre un sapin aussi gros. Tu vas pas recommencer. On n'allait pas prendre un sapin minable pour l'arrivée de Rose. J'ai pas dit minable. Je dis moins gigantesque. Toujours faire petit avec toi. Petit et étriqué. Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, on a encore 1000 choses à faire avant l'arrivée des autres. Allez! Voilà, c'est parfait. Tous les jeudis dès le 9 novembre, Génération Nostalgie dans Gulli Prime. Attention, on va replonger dans les années Club Dorothée. Elles ont bercé votre enfance. Allô? À l'huile. Oh, c'est pas vrai, c'est Dorothée! Vous êtes en triplex avec le Club Dorothée. Vous savez, dans cette émission, il se passe des trucs de fou. Ils sont là, rien que pour vous. Des stars inoubliables pour une émission culte. 3, 2, 1, tirez les poignets! Le grand jeu des années Club Dorothée, tous les jeudis dès le 9 novembre, 21h05. C'est inédit et c'est dans Gulli Prime. Voilà, je vous le disais, émission... culte importante qui revient à la télévision, enfin qui revient sous la forme d'un grand jeu, parce que ça c'est comme ça que la presse l'a vendu depuis 6 mois qu'on a annoncé cette grande soirée, 6 épisodes pour une grande soirée, le grand jeu du Club Dorothée, des années Club Dorothée, diffusé sur Gulli tous les jeudis soirs à 21h05, animé par Jackie, évidemment animateur emblématique du Club Dorothée, qui ne s'appelle pas Jackie du Jackie Show, malgré tout ce qu'on dit depuis des mois, et puis Nicole Ferroni, et on avait envie de recevoir finalement quelqu'un qui non seulement connaît bien cette soirée-là, mais qui connaît bien aussi cet univers-là, puisque ça fait maintenant de nombreuses années qu'il accompagne Jackie dans ses émissions sur Feu, IDF1, et puis maintenant toujours sur 20 minutes télé. Auteur sur donc cette émission du jeudi soir sur Gulli, Ludovic Lestavel, bonsoir. Bonsoir. Oh là là, le
beau visuel. N'est-ce pas ? Le grand jeu des années Club Dorothée. C'est Jackie derrière moi. T'es habitué à la voir derrière toi. Je disais, avant qu'on en vienne à cette soirée-là, ça fait longtemps que tu travailles maintenant avec Jackie, que ce soit sur IDF1. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, ouais. Ça fait 15 ans. T'es arrivé à l'ouverture de... Oui, enfin, je travaille avec Jean-Luc Azoulay depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et effectivement, j'étais là en 2007 quand on a commencé à préparer IDF1, etc. Et j'ai rencontré Jackie à cette époque-là. À l'époque, il animait le JJDA. Il animait le JJDA. Enfin, on a commencé avec d'autres émissions. On avait fait un concours d'animateurs avec Dorothée. Avec les petits nouveaux. Avec les petits nouveaux. Il y avait toute l'équipe du Club Dorothée qui était là. D'ailleurs, ton comparse avec qui tu as fait des documentaires pour plein de chaînes de télévision, on l'a découvert là. Il a été découvert là. On l'a découvert là. Exactement. L'idée, c'est de reconstituer à l'époque une équipe qui ressemblait à celle du Club Dorothée, mais avec des petits jeunes animateurs. Exactement. Et au lieu de parcourir le monde, il parcourait les campings d'Île-de-France, mais c'était à peu près... Non, c'était pas les campings, c'était la... Non, mais c'était la ville. C'était la ville. La ville de Paris. Oui, mais l'été, c'était en camping, effectivement. Mais j'ai suivi. À l'époque, j'avais passé le casting. J'étais venu. Je pensais bien que tout ce qui était animateur et qui avait grandi dans les années 80, quand ils ont su qu'il y avait ce casting qui était fait, et en plus avec l'équipe historique du Club Dorothée en plateau, on était tous venus. On a vu tout le monde. On était tous venus. Ouais. Ensuite, tu as évidemment accompagné Jackie dans ses émissions, notamment avec une chronique musicale qui s'appelait le manche-disque de Ludo, où tu présentais des vinyles, notamment liés à des artistes d'aujourd'hui comme d'hier. Il n'y avait pas de... Tiens, d'ailleurs, quand on se lance, et même si on connaît bien Jackie, on se lance à faire une chronique comme ça à côté de celui qui a animé Les Enfants du Rock, Platine 45 et tout. C'est un sacré challenge de parler de musique face à lui quand même. Oui et non, parce qu'en fait, c'est bien aussi d'être avec un interlocuteur qui connaît, qui s'intéresse, qui aime ça. Donc, au contraire, et puis il a souvent apporté, quand je parlais de choses, d'artistes qu'il connaissait, avec qui il avait travaillé, parce qu'il a été attaché de presse avant dans des maisons de disques. Il apportait des anecdotes sur ce que je pouvais raconter, donc c'était un échange qui était intéressant. Et c'est là qu'on décèle les vrais goûts musicaux de Jackie, qui sont des goûts vraiment très pointus, très affinés. Très rock. On rappelle, il a travaillé notamment pour Bob Marley, par exemple, ce qui est quand même pas rien en termes de carrière. Allez, venons-en à cette grande émission. Je disais un peu avec malice que ça fait 6 mois que toute la presse nous vend le retour du Club Dorothée, alors qu'en fait c'est un jeu autour du Club Dorothée, c'est un petit peu différent. Même si le plateau est très très beau. Comment est né ce projet ? Tu t'en souviens ? C'est une idée de Stéphane Joffre Roméas, qui est donc le producteur de cette émission, qui a proposé à Gulli de faire un jeu autour des années Club Dorothée. L'idée, c'était de faire quelque chose autour de cette émission-là, mais plus largement sur tout ce qui est pop culture des années 80-90, en fait. Voilà. Donc il y a effectivement des questions qui sont centrées sur le Club d'eau, il y a des questions qui sont pas centrées sur les années Club d'eau, c'est-à-dire la musique, le cinéma et tout ce qui est autour. Comment on crée ces questions ? Parce que j'imagine qu'il faut toujours, dans les jeux télé, c'est toujours ça. Il faut que le spectateur qui est en face puisse se sentir concerné par les questions. Il ne faut pas qu'elles aient l'air trop difficiles. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit hyper facile, sinon on n'apprend rien. C'est ça. Donc l'idée, c'était... moi, je connais bien le sujet, forcément. J'ai fait beaucoup de documentaires sur le Club Dorothée, sur toutes ces années-là. Donc... je connais bien, je regardais quand j'étais enfant, adolescent même, ces émissions. Donc j'ai utilisé mes souvenirs, j'ai fait des recherches. Et puis effectivement, l'idée c'était de mélanger et des choses un peu faciles et des choses un petit peu plus pointues. Dans la première émission, par exemple, on a eu une question sur quel président de la République a participé au Club Dorothée. Bon, ça, il faut le savoir. Il faut le savoir quand même. Ça, il faut le savoir. Bon. Ça a duré 3 minutes dans l'émission à peu près, je ne sais plus quelle année, 88, 89, je ne sais plus. C'était François Mitterrand. C'était François Mitterrand pour le Noël de l'Élysée. Exactement. Voilà. Donc ça aurait pu être Jacques Chirac. Vous êtes allé jusqu'en 97, ça aurait pu être Jacques Chirac. Il faisait partie des propositions. C'était un peu pour essayer de piéger tout le monde. Alors évidemment, c'est un peu sur le modèle du Burger Quiz. Oui, c'est ça. C'est 2 people, un invité, un candidat qui vient pour jouer. Là, on joue pour des associations caritatives, qui a toujours d'ailleurs été le sel du Club Dorothée aussi, de les défendre et de les mettre en avant. Oui, il y a eu les millions de copains et le Noël de l'amitié tous les ans. Donc effectivement, ça a toujours été quelque chose qui a été mis en avant. On met souvent en avant le côté un peu potache de cette émission-là, mais il y avait aussi d'autres choses dans le Club Dorothée. Comment toi, parce que je le disais, tu es auteur sur cette émission, mais tu es aussi producteur de documentaires. Moi, j'ai eu la chance de participer à certains de vos documentaires sur les années 80-90, diffusés, je crois, sur W9 à une certaine époque. TMC. Mais peut-être qu'il a été rediffusé après sur d'autres chaînes, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui veulent le racheter. Qui veulent le racheter. Oui. Comment toi tu expliques justement la popularité qui continue autour de ces émissions, de ces programmes, ces animateurs ?
Je sais pas, je pense que c'est vraiment quelque chose de générationnel qui effectivement n'existe plus aujourd'hui. On a vécu dans les années 80-90 quelque chose de particulier qui était vraiment un programme qui était entièrement dédié aux enfants et qui en plus était incarné avec vraiment une équipe qui était en plus multicasquette parce que l'animatrice principale Dorothée c'était à la fois une animatrice mais elle était aussi comédienne, elle était chanteuse, donc elle a effectivement marqué toute une génération et en plus l'émission était diffusée 7 jours sur 7. Le mercredi, c'était quasiment toute la journée en direct. Plus de 1000 heures de programme par an. C'était énorme. Donc forcément, il fallait vraiment vivre sur la planète Mars pour échapper à ces émissions-là. Donc je dis pas que c'était obligatoire, hein, mais en tout cas, non, c'était un vrai succès. C'était un vrai succès. Puis c'était tout le monde a pris du plaisir à regarder ces émissions-là à l'époque. Je pense que voilà. Et quand toi tu te lances dans ce métier-là, c'est un hasard, tu te retrouves à bosser avec Jean-Luc Azoulay ou tu avais envie de bosser avec Jean-Luc Azoulay? Alors c'est un hasard si je me suis retrouvé chez Jean-Luc Azoulay, j'ai eu une opportunité en 2002, mais c'est clairement cette émission-là, le Club Dorothée, qui m'a donné envie de travailler à la télé. Ouais, évidemment, voilà. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, ouais. Ça a beaucoup influencé avec d'autres émissions. Tout à l'heure, je parlais de la 5, mais c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses dans ces années 80-90 que ça a été un vrai vivier. Vous faites une émission sur les années Club Dorothée, et même vous n'êtes pas arrivé à ce que Dorothée passe plus loin que le téléphone. Dorothée, ça doit être un vrai drame. Dorothée, elle se ménage. C'est vrai on aurait aimé évidemment qu'elle a fait un clin d'œil quand même au début de la première émission. Avec le Halo à l'huile. Exactement. Non, mais j'ai vu l'émission. J'ai vu l'émission. Ça s'est bien passé. Ça a été un des grands moments évidemment, avec tout le monde qui était très ému. L'émission là, elle connaît. Il y a 6 épisodes de prévus. Pour l'instant, c'est 6 épisodes événementiels avant Noël. C'est bouclé. Ou si le succès est au rendez-vous, il y en aurait d'autres. Ou si. C'est la télé quoi. C'est ça. C'est la télé. C'est ça. Je pense que l'idée c'est d'en faire plus, mais après on verra comment ça fonctionne. Là, ça fonctionne plutôt bien. Donc, en tout cas, la première émission a très bien marché. Celle d'hier soir aussi était. A été un peu a fonctionné très bien sur Gulli, un peu en baisse, mais ça c'est mécanique à la télévision. Les premières semaines, il y a l'effet de curiosité. La deuxième semaine, on s'habitue ou pas. Exactement. Donc voilà. Donc ça reste important. Tiens, il y a des gens comme ça toi que t'aimerais voir revenir dans l'émission. Alors on a mis Dorothée de côté parce qu'on sait que c'est compliqué, mais que t'aimerais faire revenir dans l'émission de ces années-là. Là, on a eu Bernard Minet, on a eu Hélène, mais j'imagine qu'il y en a tellement. On aura Christophe Ripper dans les émissions à venir. On aura Franck Delay des To Be Free, parce qu'effectivement il a participé à une série Pour être libre, qui s'appelait Pour être libre, une série produite par AB Productions à l'époque. En fait il y a plein de comédiens et de chanteurs de cette époque là qu'on a jamais revus ou qu'on voit très peu, donc je sais pas, par exemple les filles d'à côté, ça pourrait être sympa de les revoir. Mallory Nataf là, elle va faire une apparition bientôt dans Les Mystères de l'amour, donc ça, elle va revenir. Voilà, donc, comme les filles d'à côté d'ailleurs, puisque Patricia Hellig nous a dit que il y avait un petit truc pour Noël. Il y aura une apparition effectivement. Et on a pensé, parce qu'on l'a reçu il y a quelques mois, on avait eu dans cette émission, puisque maintenant il est dans Demain nous appartient, Pierre Denis, qui a été une figure des filles d'à côté, qui a été dans Les Miel et les Abeilles, qui a été dans ces séries là, qui garde un très bon souvenir. Je pense à Fabrice Deville qui est dans Un si grand soleil et qui maintenant se régale à chaque fois qu'il peut retrouver Laure Guibert dans Les Mystères. Donc tiens, pareil, je sais pas, tu travailles sur Les Mystères ou pas? Oui, je suis producteur artistique des donc Mystères. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oui. 33 saisons. Oui. Presque 900. On en fait plusieurs par an des saisons. Enfin, il n'empêche, monsieur. Vous produisez quand même. Pas depuis 33 ans quand même. 33 saisons avec des épisodes de 26 épisodes de 52 minutes par saison. Oui. Vous allez arriver au 900e épisode. Bientôt. Oui. Ça va bien? La fatigue, tout va bien? Non, tout va bien. Tout va bien, ça va. Voilà. C'est vrai quand on a relancé cette série en 2010, on pensait pas qu'on y serait encore en 2023. C'est quand même incroyable. Et surtout que la série. Mis à part Les Mystères de l'amour, elle existe en fait depuis 31 ans, avec les mêmes comédiens. On en a 1500 épisodes. C'est la seule série en France qui dure depuis aussi longtemps, avec le même casting, les mêmes personnages principaux. Enfin, c'est quand même incroyable. Ouais. Donc on est content que ça continue. Et c'est un vrai succès, il faut le dire, sur TMC. Ça fait pas plaisir à certains, on s'en fout. C'est quand même 500 000 téléspectateurs qui regardent l'épisode chaque dimanche soir en linéaire, plus le replay. Oui. Depuis 33 saisons, le producteur artistique est content. Oui, il est plutôt content. T'as des idées de ce que t'aimerais toi faire? Allez, voilà, on sait, on a des envies. Alors Jean-Luc Azoulay, il est toujours avec plein d'idées à la seconde, et des fois on est très étonné par ces idées-là. Mais toi, il y a des idées que t'aimerais faire, des choses que t'aimerais avoir dans la série?
Et que vous n'avez pas eu, vous avez quasiment eu tout le monde, hein, mais... On a quasiment eu tout le monde. Moi, j'aimerais bien que, quand même, un personnage historique de la série originale revienne. Il a juste fait un clin d'œil il y a quelques années, c'était Sébastien Kouriveau. Ouais, on est d'accord. Ce serait bien, parce qu'effectivement, on a eu tout le monde. On a même David Proulx qui est revenu dans la série depuis 2 ans, là, qui n'était pas apparu à l'antenne depuis presque 30 ans. Ouais, c'est ça, depuis son départ d'Hélène et les garçons. Oui, il avait fait juste une saison d'Hélène et les garçons, donc effectivement, ça faisait plusieurs années qu'on voulait le faire revenir, et puis il a fini par accepter de revenir, et je pense qu'il est content. Ouais, ça se passe super bien. Mais Sébastien Kouriveau, c'est vrai qu'on l'a revu après en Seconde Chance sur TF1, mais c'est vrai que c'est un comédien qui était chouette, et puis c'est un garçon qui était extrêmement sympathique, donc on aimerait bien qu'il revienne. Donc, il fait un peu autre chose, hein. Aujourd'hui, voilà. Il est photographe, je pense qu'il joue plus la comédie d'ailleurs. Il pourrait y avoir aussi, alors, qui c'est qui pourrait revenir? Il pourrait y avoir Il Gueux, bon. Babsi Stinger, il pourrait y avoir... il pourrait y avoir Lola aime le chocolat, Julie Kegno qui pourrait revenir. Alors pour le coup, Julie Kegno, je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée, ça fait vraiment partie des comédiens encore inconnus. Il en reste. Il en reste encore, pourtant. Il en reste. Au bout de toutes ces années, j'ai fini par rencontrer beaucoup des personnes que j'ai regardées quand j'étais gamin, mais elle n'en fait pas partie. J'aime beaucoup cet univers qui gravite autour de Jean-Luc Azoulay aujourd'hui, de ces gens qui ont été bercés par ces années-là et qui maintenant travaillent avec lui, qui l'accompagnent, qui sont fidèles. Il y a une espèce de vraie fidélité, de vraie famille qui s'est construite. Alors aujourd'hui, DF1 est malheureusement terminé, mais on voit que ça se continue, ça se produit et ça se projette avec 20 minutes télé. Mais il y a une vraie filiation, il y a des choses comme ça qui sont très jolies et ça fait plaisir de vous voir tous accompagner cet univers-là et perpétuer cet univers qu'on a tant aimé quand on était petit. Donc, continuer de le faire bien parce que ça prend du plaisir et puis ça produit des programmes de télévision qu'on voit plus. Donc, ça fait du bien. Moi, je suis toujours un défenseur de ces programmes parce que, voilà, ils nous ont fait plaisir. Il faut pas renier ce qui nous a fait plaisir quand on était petit. Le grand jeu des années Club Dorothée, le jeudi soir, qui reprend le titre des grands jeux des super chansons de l'époque. Oui, c'est vrai. Dorothée. Je pense que c'est un hasard. Mais... C'est un hasard, mais ça tombe plutôt bien parce que pour une fois qu'on n'a pas un titre qui fait bizarre, ça fait du bien. Comme tu aimes la musique, on va terminer cette émission sur une petite partie musicale. On va découvrir un artiste que vous avez peut-être découvert si vous suivez The Voice. Il me rappelait en coulisses tout à l'heure qu'il était le premier candidat qui était passé dans les auditions à l'aveugle de The Voice. C'était en 2012. Pendant la saison 1, il a fait depuis The Voice All Star, il sort maintenant ses propres compositions. Voici d'ailleurs un extrait de son titre, ça s'appelle Partir en guerre, il s'appelle Flo Mallet, il va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. Je pourrais partir en guerre, mais je sais pas comment le faire. Je pourrais partir en guerre, mais flemme de croiser le fer. J'efface, ouais. Le cœur est atteint, mais je danse pour le planquer. Tu peux t'en aller. Tu peux remballer. Je pourrais partir en guerre, mais je sais pas vraiment la faire. Je pourrais partir en guerre, mais flemme de croiser le fer. Vous êtes prêts ou pas? Non. Non. Bah alors, c'est bon? On est complètement synchrone, tout va bien, on est installé. On tapait la discute avec Ludo pendant la pause musicale, pendant qu'on accueillait Flo Mallet, qui est avec nous maintenant. Le premier candidat de The Voice, ça, je veux dire, attention. Et vous allez voir, les années passent. Le talent est toujours là, mais le physique a un peu changé. Je vous ai préparé un petit photomontage, regardez, on va le voir apparaître dans l'écran. Attention, voyons voir. Ah non, alors ça c'est le visuel, mais il y a le photo, ça c'est le visuel de l'album, mais il y a un double visuel, vous allez voir, on voit l'évolution de... Regarde, première émission, la petite moustache pas affirmée encore, et alors après derrière le côté bad boy... Complètement pas affirmé, mais la première, j'étais venu en touriste complet, quoi. On va venir évidemment là, sur les titres qui sortent. On va avoir un petit extrait pour finir cette émission. Mais quand tu te reprojettes dans cette aventure, on parlait tout à l'heure avec Ludo d'aller passer des castings pour participer à un univers qui nous a bercé. Qu'est-ce qui fait qu'on est un jeune artiste, qu'on a un univers comme ça un peu éclectique, rock'n'roll et tout, et qu'on se dit tiens, je vais aller me frotter à un casting à la télévision pour un télécrochet. Et aujourd'hui, The Voice a dégagé plein de talents. Mais à l'époque...
t'essuies les plates, quoi. Ouais, à l'époque, moi j'ai dit non au début. Ils ont... Enfin, je dis il, mais je pense à Bruno Berberes, qui est le directeur de casting, il a bien ramé pour... Il parcourt la France pour trouver le talent, ouais. En fait. Hein. Ouais, il parcourt la France et après, il propose aux gens et après, c'est oui ou non, quoi. Moi, c'était non pendant quelques mois, quand même. J'avais pas envie de le faire et puis après, il a su me convaincre, quoi. Et tu te souviens de ce moment où la porte s'ouvre, où on se retrouve devant 3-4 fauteuils qui te tournent le dos, ce qui est d'une violence totale. Et je pense même aux candidats qui ont fait ça pendant le Covid et qui en plus n'avaient personne dans le public. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre sur la scène de The Voice la première fois ? C'est horrible. Franchement, le sentiment, il est... Parce que on n'a jamais fait de télé et tout. Là, on est en média. Maintenant, j'ai l'habitude. Mais quand t'as pas l'habitude, c'est horrible. Et quand tu te dis en plus... Bon, là, en plus, c'est la première, tu vois. En plus, t'es le premier. Et puis, on attend quoi ? 10-15 millions de téléspectateurs ? La première je crois que la première émission, ils avaient fait 12 ou 13 millions. Oui, ça a été un carton sur les premières saisons, évidemment. C'était le même score que la finale de France-Brésil 98, tu vois, je me rappelle j'avais fait l'analogie, je fais waouh. On va se calmer, les gars. Ouais, donc ouais, c'est très très stressant et pas du tout agréable ce moment où les portes s'ouvrent. Non. Surtout qu'en plus, on choisit pas forcément toujours la chanson qui va nous représenter ou... Ouais, c'est le fruit d'une négociation entre la production et l'artiste, on va dire. J'aime bien le terme. C'est joliment dit. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on m'a imposé le titre et j'avais pas le choix, je ferme ma gueule et je vais sur scène. Non, j'aimais bien casser la voix, mais c'était pas mon premier choix, non. Non. C'était moins on le voit avec ton univers qui est quand même très 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 différent. Mais en tout cas, ça s'est bien passé puisque résultat, The Voice All Star et hop, rebelote. Et tu te retrouves, je crois, en demi-finale ? Ouais, demi-finale de l'émission. Et c'était cool de voir que j'avais évolué même en confiance et beaucoup moins de stress que la première fois. Donc j'ai bien pris beaucoup plus de plaisir que la première fois où j'ai participé, en fait. Remporté par Anne Silla, on le rappelle. Ouais. Qui est aussi une des voix incroyables de The Voice. Mais justement, quand on participe à The Voice la première fois, on est un artiste, on se dit bon, ça va m'offrir une visibilité et peut-être me permettre d'accéder à des projets. Et puis j'imagine que derrière, il faut arriver à retirer l'image de The Voice pour proposer ses propres projets. Qu'est-ce qui fait que du coup on décide de se dire tiens, comme j'ai galéré à me retirer l'image, je vais retourner dans The Voice All Star. Est-ce qu'on hésite ou pas pareil ? Non, j'ai même pas hésité la deuxième fois. De toute façon, l'étiquette elle était déjà collée. Et là il s'agissait de fêter les 10 ans de l'émission et de se refrotter un peu aux petits copains pour voir c'est qui le meilleur 10 ans après, tu vois. C'est qui est le boss ? C'est qui va gagner. Et on a la truc et les gens ou ne vous reconnaissent pas ou ne se retournent pas alors qu'ils se retournent la première fois. Ouais, on a la trouille, oui, parce que c'est un concours comme la première fois, donc potentiellement ils peuvent ne pas se retourner et on fait chou blanc et là c'est compliqué pour la carrière, donc c'était quand même risqué en fait comme choix. De participer à All Stars. Je me souviens de la prestation de Ali, qui était une artiste que moi j'aimais beaucoup, puis qui d'un seul coup, confrontée au vote du public, se retrouve à se prendre une tarte dans la tête parce que les publics ne suivent pas. Et c'est assez violent pour vous qui vous êtes construit au fil des années, et d'un seul coup se retrouver à nouveau à devoir tout mettre carte sur table et reposer les bases. Comment se passe la négo cette fois-ci avec... pour choisir les titres? Est-ce que ça se passe mieux? Ouais, là il y a moins de négo bizarrement. Avec le bagage sur l'épaule, j'avais un peu plus confiance pour dire bon, moi je vais chanter ça et puis ça. Hein. C'était plus, c'était beaucoup plus choisi comme répertoire. Beaucoup plus assumé. Ouais. T'as pu un peu plus dessiner les contours de ce qui est ton univers aujourd'hui? Oui, j'ai essayé de le faire. Je me suis beaucoup plus orienté vers des chansons en français aussi parce que mon projet il est en français et j'essaye de soigner mes textes. Donc du coup, c'est important pour moi de chanter dans cette langue. Et par rapport déjà à la première édition. Et après effectivement, en termes de style aussi, j'ai fait attention à ce que ça soit pas trop éloigné, on va dire, de l'univers que je présente aujourd'hui. Comment tu le décris, ton univers, justement? Mon univers, il est entre pop 80s et R&B en français, mais avec des sujets qui sont soulevés. Dans l'EP, je parle de timidité, je parle de guerre spirituelle, je parle de nos proches qui ont disparu et des leçons et des valeurs qu'on en retient. Et donc voilà, j'essaye de mettre du fond dans ma musique. Ouais, tu
Tu connaissais, tu suis un peu The Voice ou pas? Tu regardes? J'ai beaucoup regardé les premières saisons, donc je t'avais vu forcément. Mais j'ai un peu décroché ces Ouais, dernières années. il y en a beaucoup. On en est déjà à 12 saisons, plus 8 Les Kids, les de machins. Voice Kids. Voilà. Mais c'est une émission qui continue de marcher et qui continue, en tout cas, de générer des talents, puisqu'on voit que Mentissa, par exemple, qui a été révélé il n'y a pas très longtemps, fait une belle carrière. Enfin voilà. Donc c'est un peu. Après, voilà, c'est comme toujours, une carrière, ça se construit et c'est pas toujours évident. Là, il y a eu ce premier titre. Bon, bah, c'est vrai que c'est pas de bol d'essayer de promouvoir un titre en ce moment qui s'appelle Partir en guerre, honnêtement. Donc là, c'est malheureusement le hasard, entre guillemets, de l'actualité qui vient se percuter avec ce titre qui est pourtant très, très réussi et très efficace. Du coup, tu es venu nous en présenter un autre qui s'appelle Manu. Il parle de quoi, ce titre-là? Alors Manu, ça parle de quelqu'un qui a disparu et du souvenir qu'il a laissé, qu'il ou elle a laissé. Manu, volontairement, c'est un prénom qui peut mixte. coller, ouais. Donc que il ou elle a laissé, ça c'est propre à chacun de. Chacun se projette. Voilà, chacun se projette. Volontairement, j'ai des textes qui peuvent être compris de différentes manières et voilà. Tu es compositeur, auteur, interprète seulement? Qu'est-ce que tu fais sur ces titres-là? Tu t'impliques à fond ou... Ah oui, bah, je suis producteur, je suis sur Manu, je suis co-réalisateur. C'est plus facile pour négocier pour les chansons qu'on veut chanter. Ouais. Là, il n'y a pas de négo. Oui, mais non, mais même sans parler de mercantilité, je m'implique vraiment dans l'artistique parce qu'en fait, je pense que c'est comme ça qu'on est satisfait après de venir représenter ces titres dans la loi des séries notamment. Il le fait bien. Il y a combien je vous dois. On va l'entendre justement dans un instant parce que c'est ça aussi qu'on aime, c'est de temps en temps de pouvoir proposer ces petits moments de live. Tiens, pour le temps qu'il se prépare, le temps qu'on prépare la bande son qui est prête en même temps en coulisses, je voudrais juste vous dire que si vous avez vous aussi grandi dans les années 70-80, il y a forcément une série que vous avez vue à l'époque de la 5, on en parlait tout à l'heure, c'est Happy Days. Eh bien, il s'agit du personnage qui a joué Fonzie, Henry Winkler. Il vient de sortir ses mémoires, c'est sorti depuis un mois. Alors pour l'instant c'est que en anglais, mais si vous êtes bilingue, vous pouvez vous le procurer sur des plateformes en ligne. Henry Winkler qui a été Fonzie dans Happy Days et puis qui ensuite a été producteur notamment de fiction, puisqu'il a produit la série MacGyver dans les années 80 avec Richard Dean Anderson, et puis ensuite il a joué dans d'autres séries. Il est revenu notamment dans une sitcom hilarante qui s'appelait Arrested Development, que je vous conseille, qui est vraiment très drôle. En tout cas, il vient de sortir ses mémoires. Ça s'appelle The Fonz and Beyond, puisque The Fonz c'était son surnom dans Happy Days, le mec qui était toujours très cool avec son perfecto et sa moto. Je rappelle que le grand jeu des années Club Dorothée, c'est sur Gulli tous les jeudis soirs à 21h05. Il y a encore 4 numéros, voilà, et regardez, le visuel apparaît avec Jackie en gros sur ma tête, sur mon épaule. Et après l'émission inédite, il y a une rediffusion de celle de la semaine d'avant. Comme ça, on peut passer toute sa soirée, on peut passer 3 heures devant lui. À écouter et à vérifier que les questions créées par Ludovic Restavel qui était avec nous sont bonnes, et une fois qu'on a fini, on sait qu'on peut aller rattraper les 875 épisodes des Mystères de l'amour qui sont disponibles sur TMC et qui continuent. Et sur MyTF1 évidemment, bientôt sur TF1+, puisque ce sera le nom de la nouvelle plateforme à partir du mois de janvier. Est-ce que en régie on peut me dire si tout est prêt au niveau du son? On va laisser partir la bande son playback. On va écouter donc notre ami Flo Mallet qui va nous interpréter le titre, donc Manu. Focus sur lui, c'est parti. Merci. Ah oui, il est trop. Alors là, on me dit, tu vois, j'explique. Le micro, il dépasse du cadre. Ah ouais. Mais c'est pas grave, tu vas te focaliser que sur lui, tu sais. Tu ne me filmes plus. T'inquiète pas, c'est très bon. Allez, on est parti. Ça s'appelle Manu. Merci en tout cas à Julien qui nous a permis de te faire venir aujourd'hui dans cette émission. Ouais, merci Julien. C'était important, c'est toujours important de les citer. Merci aux équipes aussi de JLA qui accompagnent Ludovic et que Ludovic accompagne depuis des années, qui font un travail qu'on aime toujours soutenir. Merci beaucoup. On te laisse le mot de la fin. Merci à Robinson qui était à la réalisation et on t'écoute chanter donc Manu. On lance le son.
J'ai besoin de te parler là, mais t'es sur la messagerie fin. Comme nos corps ont échangé dans le cosmos envoyé loin. T'as besoin d'un incendie, dans ta vie d'un incident. Si nos destins incidence, c'est la poésie qui manque. Ouais, on s'est blessé sur un fil, on a baisé à l'infini. Je suis tombé dans tes filets, depuis les étoiles enfilées. On s'est laissé dans un bar sombre, t'avais mis un pied dans la tombe. J'entends marteler les secondes, comme ton battement de cœur lorsque nos corps faisaient du. Hey Manu, t'as pas lu le manuel, Manu. On a visité le ciel, Manu, mais toi, t'es pas redescendu. Hey Manu, hey Manu. On a visité le ciel, Manu, mais toi, t'es pas redescendu. Pas besoin de se parler devant les autres. On n'a rien à échanger que des sauteries. J'aime pas épiloguer, je préfère m'évader quand ça va se mettre à cliquer sur tes nudes hot. Tu m'as laissé seul sur le carrefour. J'aurais pas dû rester là. Plus de halte sur le parcours. Je suffoque dans ma caisse, dans mon esprit le Darfour. On s'est blessé sur un fil, on a baisé à l'infini. Je suis tombé dans tes filets, depuis les étoiles ont filé. On s'est laissé dans un bar sombre, t'avais mis un pied dans la tombe. J'entends marteler les secondes, comme ton battement de cœur lorsque nos corps faisaient du. Hey Manu, t'as pas lu le manuel, Manu. On a visité le ciel, Manu, mais toi, t'es pas redescendu. Hey, hey, Manu, hey, Manu. On a visité le ciel, Manu, mais toi, t'es pas redescendu. Hey, Manu, hey, Manu. Manu, mais toi, t'es pas redescendu. Manu, mais toi, t'es pas redescendu.